Et maintenant, est-ce que ça risque de partir en cacahuète encore plus? En fait, tout le monde a vu ce qui s'est passé hier avec Trump, Zelensky, Vance. Tout le monde a vu comment Trump a pris à partie Zelensky, etc. On en a parlé. Ça a été vraiment un coup de massue pour lui. Il a même annulé la conférence de presse et il lui a dit tu reviendras à la Maison Blanche quand tu seras prêt à faire la paix, quoi. Donc il l'a viré littéralement de la Maison Blanche. Donc ça a créé des réactions oh là là au niveau international, ce qui peut se comprendre. Mais moi je vais me concentrer, si vous voulez, sur les réactions des Européens. Et je me pose la question suivante. Est-ce que l'Europe ne va pas faire maintenant cavalier seul et partir tout droit vers un conflit plus généralisé? Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Parce que là, on touche un point quand même assez crucial. Si les États-Unis se désengagent, et c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire, est-ce que l'Europe seule face à Poutine ne risque pas d'aggraver la situation et donc paradoxalement provoquer une guerre beaucoup plus large? On a un Donald Trump qui veut la paix, mais on a une Europe qui est en totale roue libre. Écoutez les déclarations des chefs d'État. On a Trump qui reprend quand même le contrôle et les États-Unis qui ne vont plus pousser à la guerre mais plutôt à la paix. Il veut que ça s'arrête et il a bien compris que Zelensky se sert des Américains pour prolonger le conflit au lieu de chercher une issue diplomatique, d'après le point de vue de Donald Trump et de la nouvelle administration américaine. Mais le problème, eh bien c'est l'Europe. Les dirigeants européens ont été les valets de Biden, Macron, Scholz, von der Leyen, tous ont suivi sans broncher la stratégie quand même assez belliciste de Washington sous Joe Biden, en envoyant des milliards à Zelensky, en sacrifiant leur économie, en cassant leurs relations avec la Russie, de qui ils dépendaient. S'ils se retrouvent seuls, eh bien, ils ont deux choix, soit reculer et négocier, soit alors forcer l'escalade pour justifier, écoutez bien, c'est vicieux, plus d'intégration et sauver la face. Quand je dis plus d'intégration européenne. Et vu leur historique, ils ne sont à mon avis ni pragmatiques, ni rationnels ces gens-là. Alors on est en droit de se demander si l'Europe veut la guerre pour justement trouver une raison pour s'unifier encore plus. Et c'est là justement où la stratégie du spillover effect de Jean Monnet entre en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une crise suffisamment forte pour justifier une intégration forcée. L'Union européenne a toujours utilisé les crises pour avancer. Je vais vous en citer quelques-unes. La crise financière de 2008 a renforcé le pouvoir de la Banque Centrale Européenne. La crise migratoire de 2015 a justifié des mécanismes supranationaux. La crise du coco a permis la mutualisation de la dette européenne. Et aujourd'hui, l'Ukraine est l'outil parfait pour accélérer l'intégration militaire et politique de l'Europe sous un commandement centralisé. C'est ce qu'ils veulent. Alors Macron a déjà évoqué quand même l'envoi de troupes en Ukraine, et c'est pas une gaffe, hein, il était sérieux, hein. C'était un ballon d'essai pour voir un petit peu comment ça se comporte au niveau de l'opinion. Et si l'Union européenne continue seule à pousser à la confrontation avec la Russie, sans les États-Unis pour calmer le jeu, eh bien là on va risquer une grosse fuite en avant qui sera totalement incontrôlable. On rentrera dans un engrenage vers une guerre totale. Et si l'Europe persiste à vouloir maintenir la pression sur la Russie alors que l'Ukraine s'effondre, ben moi je vois trois scénarios possibles. Et là, il faut faire attention parce que ça devient du réel. Ça, c'est à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Le premier scénario que je vois, c'est l'Europe qui continue à armer l'Ukraine et pousse pour un conflit de longue durée. Là, la Russie répond en intensifiant ses frappes et en avançant encore plus. Le deuxième scénario, certains pays européens, imaginez la France, la Pologne, les pays baltes ou d'autres, envoient des conseillers ou même des troupes discrètement. Là, Poutine a été clair et l'a dit de manière mais très limpide. Si des soldats européens combattent en Ukraine, ils deviennent des cibles légitimes. Écoutez ce qu'a dit aussi Piotr Tolstoï à l'époque. Le troisième scénario, le truc le plus con, un incident qui provoque un casus belli. Un missile perdu, un accrochage entre soldats, un affrontement, un sabotage. Et là, tout peut s'emballer et basculer en quelques heures. Mais sauf que là, la grande différence avec Biden, c'est que Trump, lui, n'enverra pas un seul soldat pour défendre les Européens dans ce conflit complètement absurde. Il l'a dit lui-même, si l'OTAN ou un pays de l'OTAN s'en prend à la Russie ou attaque la Russie, les États-Unis ne bougeront pas d'un iota. Donc la question qu'on se pose, est-ce que l'Europe va continuer son suicide seule comme ça? Et ce qui est quand même malheureux et ironique là, c'est que ce ne sont plus les États-Unis qui représentent le plus grand danger d'escalade là, mais l'Europe elle-même. Les élites européennes ont besoin d'une crise existentielle pour justifier une centralisation toujours plus forte. Si ces élites sont privées du soutien américain, eh bien elles pourraient être tentées de s'engager encore plus dans la guerre contre la Russie pour ne pas perdre la face, tout simplement, et continuer leur plan. Et si elles vont trop loin, elles vont provoquer forcément une riposte directe de Vladimir Poutine, et cette fois, sans filet de sauvetage ni de sécurité américain. Trump a été très clair sur le sujet et il le fera. Et donc en clair, si les Européens continuent leur discours belliciste,
s'ils ne prennent pas conscience quand même du changement stratégique avec Trump, eh bien ils risquent de foncer droit dans un mur et nous emmener avec. Le pire des scénarios serait que l'Europe s'obstine dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner. C'est ça qui est terrible. Tout ça pour justifier quoi? Son propre projet politique. Toujours plus de centralisation, toujours plus de pouvoir supranational et un effacement progressif, méthodique des nations pour confier tout le pouvoir à Bruxelles. C'est ça qu'ils veulent ces gens-là, c'est pas autre chose. Et l'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises, où ce genre de fuite en avant mène. Et la dernière fois, ça s'est terminé en 1939. Rappelez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, et même rappelez-vous avant tout ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi je pose des questions simples. Est-ce que M. Macron va continuer sur sa lancée? D'autant plus que là, il nous a parlé de l'ouverture des discussions sur le partage de la dissuasion nucléaire avec l'Europe, donc la force nucléaire française. Est-ce que Scholz va continuer, alors qu'il est en fin de règne, à avoir ce discours belliciste? L'Espagne, pareil. Mais quand je les ai écoutés tous, je me suis dit, ces gens-là sont fous. Ces gens-là sont fous. On n'a pas d'unité en Europe. On n'a pas d'armée européenne à proprement dit. On est dans un gouffre financier pas possible. On est dans un gouffre énergétique et économique pas possible. On a des pays ultra endettés. Enfin, des pays complètement déficitaires, même pas en mesure de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, et d'essayer d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Non mais c'est un truc de fou quand même. Mais il continue quand même. Et puis la question c'est, moi j'aimerais bien savoir, parce qu'on parle de 85 à 100 milliards, combien exactement le contribuable européen a mis dans cette guerre? Parce qu'il n'y a aucune discussion. On a quelqu'un qui prend une décision, il dit j'envoie des milliards. S'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de détails au Parlement, il n'y a rien. Et après, ces gens-là viennent nous parler de démocratie. C'est formidable quand même. Voilà les amis ce que je pense de la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager s'il vous plaît. Je tiens spécialement à vous remercier franchement parce que les vidéos prennent de plus en plus d'ampleur et c'est grâce à vos partages, vos likes, vos commentaires. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ce serait gentil. Merci beaucoup, salut.